è importante che la musica rappresenti quello che non si dice nel film e quello che non si vede. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui une vidéo spéciale, spéciale Ennio Morricone avec un invité très spécial puisque je vous présente Manu. Manu n'est autre que mon frère, oui mon propre frère. Alors je dis ça parce qu'évidemment dans les commentaires on va nous dire « Mais t'es sûr que c'est ton frère? T'es sûr que machin ?» Oui, c'est mon vrai frère, c'est même mon aîné. Oui, voilà. Et donc Manu est là parce qu'il est scénariste et également compositeur, musicien de formation. Donc ça explique évidemment sa présence ici. C'est lui qui connaît énormément la musique et évidemment Ennio Morricone. Et on va vous parler donc d'Ennio Morricone parce que vous le savez, en début de semaine, Ennio Morricone est décédé à l'âge de 91 ans. 500 films à son actif quand même. C'est beaucoup. C'est énorme. 500 films en 60 ans de carrière. Voilà, 60 ans de carrière, donc c'est colossal. Donc on a décidé évidemment de vous en parler. On avait eu l'idée de cette vidéo il y a un petit moment, et c'est même Manu qui me l'avait proposé. C'est-à-dire, non pas de parler d'Ennio Morricone de façon un petit peu consensuelle, avec les choses les plus connues, comme Il était une fois en Amérique, la trilogie du dollar, et j'en passe bien évidemment, parce que ça vous le connaissez, mais plus de choses, allez on va dire un peu plus expérimentales, un peu plus underground, on va dire ça comme ça, à travers 6 BO que Manu a choisi. Et donc, on va vous en parler. Alors, tout d'abord, je vais poser évidemment la question à mon invité. Pourquoi considères-tu que Ennio Morricone, c'est le plus grand, enfin pour toi, hein, c'est le plus grand, on va dire, compositeur de BO de films de tous les temps? Selon moi, mais après c'est très subjectif, c'est le plus grand, effectivement, celui que je considère comme le plus grand compositeur de BO de films, et même un des plus grands compositeurs tout court, et c'est pour ça que je viens à ma réponse. Parce qu'en fait, on peut écouter les disques d'Ennio Morricone sans même avoir vu ses films. En quoi, toi, tu considères, par exemple, qu'Ennio Morricone, il est beaucoup plus fort qu'un John Williams, par exemple? Alors, pourtant, plus fort. Pourtant, t'adores John Williams. Je suis un grand admirateur de John Williams. Ouais. Mais disons que là où John Williams effectivement fait de la musique de film, c'est-à-dire que je pense pas qu'on puisse écouter Star Wars sans avoir vu le film. Je sais pas si c'est vraiment extrêmement intéressant. Là où, effectivement, Ennio Morricone, n'importe quelle musique peut s'écouter comme un disque, je dirais, de pop quasiment normal. Voilà, et ça c'est un argument de taille, hein, parce que c'est vrai qu'en général, comme tu dis, on a du mal toujours à se détacher en fait quand on écoute une BO du film. Là on peut l'écouter comme un album normal. En fait, John Williams, qui est un immense compositeur, il n'a pas de problème parce qu'il le revendique, mais il s'inspire de beaucoup de gens. Ouais. C'est-à-dire qu'on va retrouver du Prokofiev, on va retrouver même parfois du Tchaïkovski, on va retrouver pas mal de choses chez John Williams, ou même des choses plus méconnues, mais il s'inspire beaucoup de la musique classique, on l'entend, et ça s'entend même dans ses BO. Là où Morricone avait une sorte de dogme à lui, c'est sa doctrine, qui était ce qu'il appelle la musique absolue. C'est-à-dire créer de la musique pour un film, mais qui soit absolue, qui soit en elle-même une œuvre majeure aussi. Donc il voulait être un peu à hauteur du réalisateur. Ah voilà, donc en fait oui, la musique pouvait véritablement exister par elle-même. C'est ça. Et d'ailleurs, même toi quand tu vas acheter un disque de Morricone, c'est limite, tu vas l'acheter comme ça un petit peu les yeux fermés, comme si tu achetais un disque de groupe de musique. Ah oui. Donc ça va même au-delà du film. C'est très simple, je suis quelqu'un qui achète beaucoup de disques. Quand je vais chez un disquaire, même si je vais m'acheter un disque, je sais pas, de Prince par exemple, je regarde toujours le back Ennio Morricone. Ouais. Toujours. Et il y a peut-être une BO que t'as pas écouté. Voilà. Un truc et en fait, je les prends même sans savoir ce que c'est. Parfois, j'achète le disque à la pochette parce que je suis jamais déçu. J'ai jamais été déçu de toute ma vie d'un Morricone. Donc je ne sors pas d'un magasin de disques sans acheter un disque d'Ennio Morricone. Bon voilà. Donc voilà la puissance d'un compositeur comme Ennio Morricone, donc c'était évidemment important d'y revenir et d'en parler. Alors je vous préviens tout de suite dans cette vidéo, on va essayer de mettre évidemment des extraits des films dont on va parler. Mais vous connaissez un petit peu le système de YouTube et les strikes. Dès qu'on met un petit peu trop de musique, ça y est, la vidéo est strikée. Bah oui, c'est dommage, totalement, la vidéo est enlevée, etc. etc. Bon, je vais pas vous la faire, mais je mettrai le lien en description par rapport à tous les films dont on va parler, parce qu'elles sont toutes disponibles justement sur YouTube. Comme ça évitera justement que la vidéo soit enlevée et que vous puissiez profiter des morceaux évidemment dont on va parler. Et évidemment Ennio Morricone pour nous, bon, avant de vous enchaîner un petit peu, de vous parler des 6 titres qu'on vous a trouvés, eh bien pour nous le summum, et c'est pas pour rien qu'on est frères bien évidemment, c'est que pour nous le meilleur d'Ennio Morricone c'est Il était une fois en Amérique quand même.
disons-le. Incontestablement. Bon. Incontestablement. Est-ce que c'est pas l'œuvre somme d'Ennio Morricone, ça? Alors, peut-être parce que effectivement, et même, je parle même pas que du Deborah's Theme, mais dans toute la BO de Il était une fois en Amérique, on retrouve un peu, pas tout à fait, mais presque tout ce que Morricone a pu faire au cours de sa vie. C'est-à-dire qu'il est un peu au sommet à ce moment-là. Donc c'est vrai que, mais je dirais même que dans la trilogie des Léon, c'est sans doute ses plus grandes œuvres, évidemment. Mais il a travaillé tout ça bien avant. On voit, et on va le voir, que c'est en fait l'aboutissement de tout un travail de compositeur qu'il fait sur des films beaucoup plus mineurs avant. Et en fait, il n'est pas snob, Morricone. Il n'est pas, c'est pas un type qui veut faire que des grands films. Il s'en fout. Lui, il veut faire que des grandes musiques. Même sur un film porno, il fera une grande musique. Et d'ailleurs, juste avant de commencer encore une fois, il a par exemple fait la BO de Calidor. Oui. Avec Arnold Schwarzenegger, genre un nanar et tout, pas possible. Mais c'est vrai que c'est là où tu parles de non-snobisme, c'est qu'il est capable de faire du Calidor, peut-être même en faisant une bien meilleure BO que le film en lui-même. Et puis il est capable de participer à des Léon, à des Il était une fois en Amérique, à des Incorruptibles, à des trucs incroyables. Voilà. Mais c'est ça, quoi. Ça a été vraiment la diversité dans sa globalité. C'est ça qui est vrai que assez fort, quoi. Le Deborah's Theme, par exemple, Il était une fois en Amérique, j'ai l'impression qu'il fait presque, c'est dur à dire ça, l'unanimité. Ouais, je crois que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il n'aimait pas le Deborah's Theme et qu'il n'était pas touché par ce thème, même sans les images. Ouais. This time they come too close. The humanoid. Alors on commence par du très lourd. Alors c'est pas forcément ce qui t'a le plus impressionné chez Morricone, mais c'est quand même assez emblématique, des choses incroyables qu'il a pu faire dans sa carrière. C'est The Humanoid. Alors est-ce qu'on peut parler de plagiat, de parodie? Non, plutôt de plagiat de Star Wars, quand même, disons-le. C'est un plagiat de Star Wars, vraiment, assumé, de 79. Le méchant, il est même habillé en Dark Vador. Alors, le méchant est habillé en Dark Vador. Il faut préciser que c'est avec Richard Kiel. Donc, Richard Kiel, c'est Jaws dans les James Bond. On le voit sur la pochette. Et on le voit d'ailleurs sur la pochette. Voilà. Et alors ça, pourquoi t'as retenu ça? Alors, je vais même, excuse-moi de te contredire, mais en fait, c'est ce qui m'a le plus impressionné. Même si c'est pas forcément en soi le disque que je préfère. Ouais. Par contre, pourquoi il est impressionnant ce disque? Donc on est sur de la science-fiction, il y a eu Star Wars avant, il y a eu donc les musiques de John Williams. On a vu aussi 2001 avant avec ses musiques classiques, voilà, le ballet des vaisseaux qu'on voit, etc. Et là, lui, il va plutôt jouer que la carte aventure, il va jouer la carte spatiale futuriste. Ce qui est complètement nouveau. Ce que ne fait pas vraiment John Williams dans la compo de Star Wars. Ah non, dans la compo de Star Wars, John Williams joue vraiment une partition d'aventure, un peu pompière, voilà, avec des cuivres partout. Et là, lui, il va carrément tester les synthétiseurs. Donc là, ce disque-là, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a des pièces de musique électronique. On est en 79. Il faut savoir que la musique électronique en est à ses balbutiements, c'est les Allemands notamment qui depuis le début des années 70 commencent à utiliser des synthétiseurs et font ce qu'on appelle le krautrock, donc un mouvement musical électronique. Alors je te coupe 2 secondes quand tu parles de synthétiseurs. Est-ce que ça fait pas dans la BO, tu vas me dire oui ou non, est-ce que ça fait pas, tu sais, comme on a tendance un peu de dire ça, clavier bon tant pis? Tu sais, quand tu dis ça fait un peu clavier bon tant pis, je sais pas quoi. Non. Alors est-ce que c'est ça ou pas du tout? Non, pas du tout, parce qu'en fait, il utilise, donc c'est les premiers synthétiseurs qui sont des synthétiseurs modulaires, c'est-à-dire que c'est pas du tout comme les claviers bon tant pis. C'est en fait des synthétiseurs alors c'est un peu technique ce que je vais dire, mais où l'instrumentiste est obligé de fabriquer son son avec, c'est quasiment des mathématiques, avec les différents boutons qui sont à sa disposition. Et donc il utilise ces synthétiseurs modulaires, donc ça ressemble pas du tout à du bon tant pis, bon tant pis, tu vois, qui paraît ridicule. Le truc, Mais là on est beaucoup plus dans de la musique électronique. Certaines pièces pourraient être des pièces d'aujourd'hui, clairement, parce que vraiment il essaye des nouveaux instruments qu'il n'a pas encore essayé. Mais c'est pas tout. Il met aussi quand même de la musique orchestrale, parce que ça, c'est Ennio Morricone. Donc il y a quand même des violons, il y a des thèmes aussi avec des cordes, des cuivres, mais qui sont pas du tout justement comme ceux de John Williams. Là, carrément, c'est un des disques que j'ai de Morricone où c'est le plus musique classique. On dirait même de la musique classique. Ah, carrément. Carrément. Là, on voit que c'est un grand compositeur
de musique classique aussi. Ouais. Il fait par exemple une fugue à 8 voix Ouais. avec des synthétiseurs et des violons, Ouais. ce qui s'était encore jamais fait. Donc Ouais. on est dans quelque chose de totalement nouveau qui s'est peut-être même jamais refait. D'accord. Donc la fugue à 8 voix, on va pas expliquer ce que c'est ici, je pense Oui, que oui, c'est un peu oui. long et technique. Non, mais disons qu'on a compris quoi. C'est vraiment là, il est vraiment dans Voilà. le classique pur, bien plus que dans ses autres BO. Beaucoup plus, avec beaucoup plus. l'orgue qui rappelle la musique religieuse, avec même un des thèmes qui ressemble un peu à l'hymne à la joie. Ah ouais, donc on est le vraiment, premier thème, on est presque dans l'hymne à la joie, tu vois. Ouais. Mais alors, surtout, ce qui est impressionnant dans cette BO, et ce que j'ai découvert en achetant ce disque, c'est que le deuxième morceau, c'est l'ancêtre de Deborah Stem. Ah non, mais c'est l'ancêtre de Deborah Stem. Tu vois, dans ça quoi. Ah ouais, le deuxième morceau qui s'appelle C'est incroyable. On n'arrive pas. Estasi Stellare. Estadi Stellare, c'est l'ancêtre du Deborah Stem. Voilà, c'est sans doute le thème qui correspond à l'héroïne femme, donc le personnage féminin du film, et un peu comme le thème de la princesse Leia qu'on avait dans Star Wars. Sauf que là, c'est carrément. Mais il suffit de l'écouter et on se dit on est très proche du Deborah Stem. Donc on se dit, il commence déjà à travailler ce type de thème mélancolique, poétique et un peu amoureux dans ce film-là. Et vraiment, et je dirais même que oui, c'est ça, c'est les prémices du Deborah Stem qui sera quand même son thème le plus connu après et le plus salué. Il arrive aussi à faire des morceaux avec donc de la basse et de la batterie, qui est un peu aussi sa marque de fabrique, donc ce qui ne se fait pas dans les films de science-fiction de ces moments-là où on cherche beaucoup plus des musiques d'aventure. Voilà. Et là, on n'est pas dans la musique d'aventure. Ah, c'est dingue, en fait, il prend à contre-pied tout le truc. À contre-pied. On peut signaler que certains passages de ce disque ont été samplés par les Beastie Boys, par exemple, dans leur deuxième album, Paul's Boutique, leur chef-d'œuvre Paul's Boutique, qui est fabuleux. Il y a des bouts de cordes comme ça qu'on entend, parce qu'ils ont samplé du Bernard Herrmann, mais aussi ce disque improbable de Morricone. Ce film The Humanoid sort en 79. De mémoire, le Carpenter The Thing sort en 82, donc très peu de temps après. Ouais. Et effectivement, là, comme je l'expliquais avant, il a testé les synthétiseurs dans The Humanoid, il a commencé à essayer des tas de choses, et il met tout ça à profit dans le film de Carpenter plus tard, en se collant plus à l'univers musical de Carpenter, parce que Carpenter aussi fait des musiques. Exactement. Donc il est malin, Morricone. Il va se mettre dans le style quand même un peu dans les chaussons de Carpenter sur ce thing, mais en y amenant sa patte à lui. Et là, il réutilise les synthétiseurs. Et il fait pas du tout la même musique que dans The Humanoid. Dans The Humanoid, c'est plutôt, il utilise les synthétiseurs pour faire de la musique classique et des choses limite romantiques. Là où dans The Thing, c'est de la musique angoissante au synthétiseur. Celui-ci. Alors, c'est un film, on va le prononcer à l'italienne. Allez. Ça s'appelle Vergogna Schifosi. Alors, je sais pas si je l'ai bien prononcé, j'ai essayé, j'ai fait un peu d'italien à l'école. Bon. Et donc, c'est un film de 69 et c'est un thriller, satire sociale sous forme de thriller. Voilà, donc très génération 68, ça critique la petite bourgeoisie, la classe moyenne en fait. C'est vraiment un film critique là-dessus. Là, on est dans quoi par rapport à Morricone? Si par exemple, on devait le situer par rapport à quelque chose de connu, est-ce que on peut retrouver, je sais pas, je dis une connerie, un morceau de la trilogie du dollar, enfin une inspiration, ou alors est-ce que ça part carrément sur autre chose? Alors oui, si. On peut dire qu'on retrouve, que déjà en 1969, il y a des choses qu'on va retrouver dans ces BO plus tard. Parce que dans ce disque-là, donc on est sur une musique très pop, vraiment, on est en 68, 69, donc c'est de la musique presque psyché, pop. On va dire extrêmement rythmé, il y a des orgues joyeux, vraiment typiques de ces musiques-là, tu vois, 60s. Et par contre, on retrouve aussi des fragments de mélodie qui seront dans Il était une fois la Révolution, parfois des petits morceaux plus calmes. Des trucs que t'entends un peu, le chom, 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 un peu comme ça, hein. Des trucs comme ça. Voilà, certains aussi, quand des petits morceaux un peu plus calmes qu'on va entendre dans Il était une fois en Amérique, on va retrouver ces choses-là, et surtout, c'est le disque. C'est le BO où on entend le plus Eda Del Orso, la cantatrice qui a travaillé toute sa vie avec lui. Ah, alors ça c'est hyper important, parce que en fait c'est la chanteuse que vous entendez dans quasiment tous les Morricone, c'est-à-dire Il était une fois en Amérique, Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois la Révolution également. Et dans ce disque-là, elle fait des envolées, des envolées lyriques qui sont dignes de ces grandes BO qu'on entendra plus tard. Eda Del Orso a noté l'anecdote est intéressante, c'est qu'en fait c'est un type très fidèle en amitié, Ennio Morricone. Il a son grand ami Alessandro Alessandroni qui était son ami d'enfance, qui est donc un multi-instrumentiste qui fonde un chœur de 8 personnes.
et avec qui il travaille tout le temps. Ouais. Et alors, à noter, Alessandroni, c'est le siffleur de Il était une fois en Amérique, pardon, Il était une fois dans l'Ouest. Ouais, la trilogie, le bon laboratoire de Voilà, dès qu'on entend des aussi. sifflements, c'est Alessandroni. Et c'est toujours la même, c'est-à-dire que c'est toujours le même siffleur. Oui, c'est son ami d'enfance qui est un multi-instrumentiste de talent. Ouais. Qui crée un chœur, il est chef de chœur, et dans ce chœur, il y a Eda de l'Orso. Et en 65, elle rentre dans ce chœur, et là, Morricone dit, ok, elle, je la veux, c'est elle qui va faire toutes mes... Et c'est elle qui fera ensuite la cantatrice sur tous ces films. Et donc on peut l'entendre dans ce premier titre. Et on peut l'entendre dans ce premier titre, où elle est vraiment à l'honneur, où vraiment, même si on veut vraiment écouter le talent d'Eda de l'Orso, je trouve qu'on l'entend encore plus là que dans tous les autres films, même les très grandes productions sur lesquelles il a travaillé. Attention, Slalom, donc c'est un film de quelle année? Peux-tu nous le rappeler? C'est une petite comédie d'aventure. Alors, petite comédie d'aventure. Voilà, de Luciano Scalze. Voilà. Alors, le pitch, visiblement, on va pas s'attarder sur le pitch, hein, c'est une espèce c'est deux types qui rencontrent deux nanas, qui vont se retrouver dans des aventures en Égypte. Évidemment. Mais d'ailleurs, moi j'ai vu l'affiche, on dirait un peu James Bond. Alors oui, c'est pas pour rien. Ouais. C'est qu'en fait, c'est de la comédie d'espionnage, affinée. Ouais. Là, on est vraiment dans une musique que Morricone affectionne beaucoup, qui est le jazz. C'est beaucoup de jazz, très easy listening, du jazz un peu, tu vois, calme. Parfois, on dit musique d'ascenseur presque. Oui. C'est pas de la musique d'ascenseur. Non. Et il y a effectivement un morceau qui commence un peu arabisant, oriental, puisque ça se passe au Caire, et qui tout d'un coup passe sur une espèce de parodie du thème de James Bond. Presque une parodie, hein, avec donc vraiment tout l'esprit du le grand thème. Donc en fait ça parodie un peu John Barry, quoi. Le thème. Oui. Et beaucoup de percussions, et je dirais même, j'ai été faire mes recherches, et je pense que Lalo Schifrin, pour Mission Impossible, a dû écouter ce disque, parce qu'on retrouve c'est bien avant Mission Impossible, et on retrouve des parties de percussion très très proches de Mission Impossible. En tout cas, on voit bien que la percussion est très importante dans le film d'espionnage par la suite, et c'est peut-être Morricone qui lance ça. Et c'est un disque assez joyeux, avec une musique assez légère, mais très 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 bon. Ça c'est énorme. Bon voilà. En fait, Morricone, c'est avant tout un expérimentateur. C'est un grand compositeur, mais c'est un type qui aime faire des expériences musicales. Et donc, il me semble que c'est en 58, avec quelques autres compositeurs comme lui, après un séminaire d'été, il décide de fonder un groupe d'improvisation de jazz. En quelle année? En 58. En 58. Voilà, le Gruppo di Improvisazione di Nuova Consonanza, ça veut dire le groupe d'improvisation de nouvelles consonances. Et là, c'est un groupe qui fait du free jazz, donc de la musique totalement expérimentale, même avec des bandes magnétiques et des choses comme ça. Et Morricone, à la base, c'est un trompettiste. Donc il est trompettiste dans ce groupe-là, et il va donc utiliser aussi ce groupe-là pour certaines bandes originales, notamment celle-ci. Alors notamment celle-ci, qui va s'appeler Gli Occhi Freddi della Paura, donc les yeux froids de la peur, qui est en fait un thriller. Un thriller. De quelle année, tu peux nous rappeler? C'est 71. Elle est belle la pochette. Hein. Voilà, elle est magnifique. Elle est magnifique. 1971, donc l'année de Il était une fois la Révolution. Oui. La même année, il fait cette BO aussi. Oui, parce qu'il faut préciser que lui, il pouvait te faire 3 BO en un an. 3 ou 4, ouais. 3 ou 4 par an. Donc, il fallait le faire quand même. Et alors là, effectivement, donc là, c'est dirigé, c'est son ami Bruno Nicolai qui dirige l'orchestre, parce que là, lui, il joue dedans. Morricone joue de la trompette. Et alors là, on est totalement dans le free jazz expérimental. C'est vraiment de la musique d'avant-garde, complètement d'avant-garde. Encore aujourd'hui, je dirais qu'il y a peu de gens qui ont été aussi loin dans les expériences musicales. Ah, carrément. Et en fait, toute la BO donc, est interprétée par ce groupe d'improvisation, dont il fait partie. Donc c'est un ovni dans la musique de Morricone, ce disque-là, c'est complètement ovniaque. Ah, c'est encore plus ovni par exemple qu'un autre truc. Là c'est plus ovni de tous ceux que je connais. Après je connais pas tout, il faudra une vie entière, peut-être toute une vie pour connaître tout Morricone. Bien sûr. Mais et donc on entend beaucoup de percussions, des cordes inquiétantes, dissonantes. Parfois ça peut faire penser à du Herman. Je pense que ils vont chercher un peu du Psychose aussi quand même, qui est antérieur là-dedans. C'est une musique extrêmement angoissante et qui colle avec le scénario du film, qui est un thriller d'angoisse. Voilà. Alors,
pour rester sur Herman, parce que je rebondis un petit peu là-dessus, est-ce que tu penses que Ennio Morricone, il a des influences? Alors, je vais pas parler des musiciens classiques, mais par exemple des musiciens de BO. Est-ce que tu penses qu'il aime Herman ou est-ce qu'il peut s'en inspirer? Est-ce qu'on le sait ça, par exemple? Selon moi, il le reconnaîtra jamais. Ouais. Pourquoi il le reconnaîtra jamais? Non, parce que son principe est de dire, moi je l'ai entendu dire ça dans un documentaire une fois, qu'un grand compositeur, c'est quelqu'un qui a des influences et qui les tue ensuite. Ah, donc, d'accord. Effectivement, je pense qu'il a tué ses influences. En revanche, je suis certain que Morricone, comme tout compositeur de musique de film, va au cinéma, entend d'autres musiques de film. Et là, ce qui va reprendre, je pense, de chez Herman, c'est pas sa composition, mais c'est peut-être quelques principes de sonorité. Ah, d'accord. Par exemple, les cordes de Psychose, là, on voit bien que Herman, quand il les utilise, on comprend que tout d'un coup, les cordes jouées un peu dissonantes, ça fait peur. D'accord, Voilà. Ouais. Est-ce que c'est Herman qui a inventé ça? Il y a peut-être des choses avant aussi. Il y a peut-être des choses avant. Tous les musiciens s'inter-influencent. Mais c'est vrai que Morricone est très peu influencé quand même, il faut le dire. Il revendique même le fait de ne pas être influencé. Il est un peu mégalo. Il était un peu mégalo quand même. Oui, alors il est un peu. Il veut qu'on appelle maestro. Ça c'est important. Non. Il a une forme de prétention. En revanche, jamais snob. C'est pas un snob. C'est totalement paradoxal ça d'ailleurs. Oui. Parce qu'il y a un côté, je me le raconte un peu parce qu'il faut qu'on m'appelle maestro, mais en même temps, j'oublie pas d'où je viens, c'est un peu ça. C'est paradoxal et pas tant que ça, parce qu'en fait, effectivement, Morricone, contrairement à tous ses camarades de conservatoire, quand il est au conservatoire, c'est pas un bourgeois. En fait, il vient d'un milieu plutôt modeste. Il a, je crois, un père musicien, mais ils sont très modestes. Et du coup, quand il commence sa carrière de compositeur, il faut qu'il nourrisse sa famille. Donc, il accepte tous les films qui passent, du petit film érotique, du giallo, du petit polar, ou vraiment, il fait tout ce qui passe. Et ça devient sa marque de fabrique. Ça devient un principe. Et même après, quand ça marche pour lui et qu'il est là et qu'il bosse sur des grands films, il continuera à faire des petits films. Donc il n'a pas de snobisme. C'est marrant qu'il soit prétentieux d'un côté, mais pas snob une seconde. Mais pas snob, parce qu'il aura fait plein de films différents, justement. Ça preuve que... Je pense qu'en plus, pour tout dire, que s'il est comme ça, c'est aussi que les petits films où il ne doit pas être payé très, très cher, des petits films à petit budget, au moins, il peut sans doute dire au réalisateur, laisse-moi faire ce que je veux. Parce que ça, par contre, il y tenait. C'est pas quelqu'un à qui on commande de la musique, Morricone. Alors voilà, est-ce qu'ils s'engueulaient avec des réalisateurs? Paraît-il, il s'est engueulé avec Quentin Tarantino. C'est ce qu'on vient de me dire. Ouais, il s'est engueulé avec lui, il a même traité de crétin sur son dernier film. J'aurais voulu être là. En disant même qu'il avait utilisé sa musique de Django dans Django comme un crétin, et que en plus sur Les 8 salopards, qu'il n'avait rien compris à sa musique. Donc parce que je pense, ce qui a pu arriver. En plus, il a obtenu un Oscar quand même. C'est d'ailleurs le seul Oscar de sa carrière qu'il a obtenu, et il lui a dit que en fait, il a remis en question finalement la façon dont il avait utilisé sa musique sur Les 8 salopards. C'est ça qui est dingue. C'est incroyable. Mais ce qui est possible, Ce qui est possible, c'est que, à mon avis, Tarantino a voulu le diriger en lui disant fais-moi ceci, je veux retrouver Il était une fois en Amérique ou je ne sais quoi. Et ça, c'est quelque chose que Morricone ne supportait pas. Et même avec Sergio Leone, on ne lui commandait pas de musique. Même avec Leone? Ah non. Putain. Sergio Leone, c'est simple, il écrit Il était une fois en Amérique sur scénario, donc il ne l'écrit pas du tout à l'image. Il s'en fout d'écrire à l'image. Lui, il fait de la musique absolue. Il écrit une œuvre de musique. Il se considère aussi important que le réalisateur. Et il estime que si on l'appelle, on le laisse faire et il fera la musique de ce film. Voilà, point. Et sans qu'on lui commande quelque chose. Il ne supportait pas ça. C'est pas un musicien de commande en réalité. En fait, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que même sur des films totalement mineurs, en fait, on aurait pu penser que c'était de la commande, mais en fait, pas vraiment. Non, je pense que le deal, je crois, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire fait ce qu'il veut, quoi. En gros, tu me payes pas beaucoup, mais par contre, je te rendrai une. Et à chaque fois, il fait. Pour moi, chaque disque de Morricone est majeur. C'est-à-dire que pour moi, les disques qu'on est en train de présenter, ils sont aussi importants, voire plus, peut-être, qu'il est une fois en Amérique. Parce que il a un travail qui est aussi brillant, et à la limite, il creuse un sillon à chaque fois, et il va. Des gens, certaines personnes disent qu'il se répète. Il se répète pas. En fait, il travaille des styles et il les travaille jusqu'à la perfection. Donc effectivement, on peut découvrir, vous verrez dans ces BO-là, on entend des prémices de Il était une fois en Amérique, Il était une fois dans l'Ouest, de Mission, de plein de choses. Et on entend qu'il travaille ça depuis très longtemps, qu'il creuse un sillon sur un style musical et qu'il le polit un petit peu comme on polirait un diamant au fil du temps. Au fil du temps. Voilà. La Scorta. Alors, prochaine BO, un peu plus récente celle-là.
La Scorta 93, si je ne me trompe pas. C'est 93 la Scorta. Voilà, 93. Et pourquoi tu as choisi celui-ci? Alors, je l'ai choisi parce que je le trouve intéressant. Contrairement aux autres où on a dit, tiens, bah, c'est des choses qu'il a fait avant ses grands chefs-d'œuvre et qui préparait ça. Là, c'est quelque chose il le fait en 93, donc 6 ans, si je ne m'abuse, ou 7 ans après Les Incorruptibles. Exactement. C'est une musique qui est très proche de celle des Incorruptibles. Donc extrêmement rythmée, percussive, avec, tu sais, ces pianos bastringues qu'on peut entendre, qui sonnent pratiquement faux, voilà, ce genre de rythme comme ça, un peu martial presque, qu'on retrouve dans Les Incorruptibles. Et il le refait plus tard dans La Scorta, qui est un film sur la mafia. Je pense que ça parle du juge Falcone en fait, c'est un film sur le juge Falcone. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, bah tiens, il n'a pas tout dit dans Les Incorruptibles. Finalement, tu veux dire que c'est un complément? Pour moi, c'est un complément. Presque. Il vient reprendre un peu des idées qu'il y a dans Les Incorruptibles et il les pousse plus loin. Il met même un peu de free jazz dedans, qu'il n'y a pas dans Les Incorruptibles parce qu'on est dans un grand studio américain. Et là, je pense que dans ces petits films, il peut se permettre des choses qu'il ne peut pas se permettre avec De Palma, même avec Leone. Parce qu'on est avec des producteurs quand même qui à un moment doivent lui mettre un peu de pression. Sur une petite prod italienne, quand Ennio Morricone arrive, il est plus star que le réalisateur. Donc il fait ce qu'il veut. Même sur ce petit film, il donne la même qualité, voire plus, que dans le film de Palma. Donc c'est quand même assez impressionnant. Oui, mais parce que tu veux dire qu'il va quand même plus loin. C'est-à-dire qu'il y a la base de la BO des Incorruptibles, mais sauf que il y apporte réellement quelque chose où il va plus se lâcher. Et donc finalement, ça va être vraiment lui dans sa totalité. C'est-à-dire que sans être bridé par un studio. Et même un ou deux thèmes un peu mélancoliques. Qui est un peu sa marque de fabrique, qu'on le retrouve dans Cinéma Paradiso, il y a une fois en Amérique, ces thèmes mélancoliques. Et même là, il y en a. Même si quand même, pour rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure, on ne bride pas vraiment Ennio Morricone, même quand il travaille pour la Paramount et Brian De Palma. Non. Alors, est-ce que tu te rappelles, quand on était petit, un espèce de jingle sur Antenne 2 avec, tu sais, un espèce de dessin animé des gens qui volaient. Les trucs les bonhommes de Folon. Alors les bonhommes de Folon. On avait envie de se pendre quand on voyait ça, tu te rappelles? C'était déprimant. Et alors, c'est la fin des programmes. La fin des programmes. Et alors ça, c'était dans fin 70, début 80. 71. 71. En 1971. Parce que moi, je suis né en 76 et même ça, je l'ai connu. Mais ça a commencé en 71. D'accord. Moi, je suis né en 72, comme tu le sais. Voilà. T'inquiète pas. Il y a plus vieux que moi, bien entendu. 4 ans de plus. Et ça, donc, c'est Ennio Morricone. Et en fait, oui, alors sur cette petite séquence de fin des programmes, donc où il y avait les bonhommes de Folon, et effectivement, le réalisateur avait été emprunté la musique de l'Aube du 5e jour, du film L'Aube du 5e jour, qui était une musique d'Ennio Morricone. Et il avait demandé à mettre ça sur ses bonhommes de Folon. Et c'est vrai que... c'était déprimant. Quand tu le regardes, tu l'écoutes encore, c'est... Ce qui était déprimant, plus, c'était les bonhommes. Parce que finalement, moi, la musique, je la trouvais assez jolie. Elle était belle. Mais alors, c'était fort, parce que cette musique, avec ces bonhommes qui volent... je sais pas s'ils s'étaient rendu compte, mais c'était une angoisse. Alors peut-être les enfants n'étaient pas censés voir la télé à la fin des programmes. Mais nous on tombait dessus. Je sais pas si tu te rappelles, mais on tombait dessus. Et c'était bizarre. C'est un souvenir d'enfance en même temps. Alors attention, on passe à l'avant-dernier, Verouchka. Vous avez vu un petit peu ce disque, le Verouchka, je vous le montre bien, vous voyez. Il est très beau avec une superbe fille sur comme un beau picture disque comme ça. Alors Verouchka, je crois que c'est montrer l'autre côté. Même l'autre côté. Voilà, même regardez. Verouchka. Alors Verouchka, c'est un faux documentaire. Alors oui, c'est un faux documentaire sur en fait cette femme qui s'appelait Verouchka, excuse-moi, je reprends mes notes parce qu'il faut le prononcer, von Lehndorff, qui était un mannequin allemand dans les années 60. Alors elle a une histoire un peu spéciale, ça vaut le coup de la raconter, parce qu'en fait elle était la fille d'un noble allemand, du comte von Lehndorff, qui avait été en réalité un des instigateurs de l'attentat contre Hitler. C'était donc un résistant allemand, important de le noter. Il a été donc condamné à mort, ce type, malheureusement, et toute sa famille, dont la petite Verouchka, qui était gamine à l'époque, s'est retrouvée en camp de concentration pendant toute la guerre. Elle y a survécu, donc ça a été un grand trauma pour elle de se retrouver, comme tous les gens qui sont partis dans les camps de la mort, en fait. Et donc, plus tard, elle est devenue mannequin. C'était un mannequin très important dans les années 60, vraiment considéré comme une des plus belles femmes, etc. En 71, il y a donc un faux documentaire, qui est fait, où elle joue son propre rôle. D'accord. Voilà. On passera le pitch du documentaire, limite à voir. Et alors donc, la musique, encore une fois,
Ennio Morricone. Et alors, quelle particularité elle a là, justement sur ce film? Celle-là, c'est presque une de mes préférées. Ouais. Là, donc, on est encore une fois dans le jazz. Dans le jazz très romantique, ouais. Presque, on dirait que parfois on peut entendre des choses qui ressemblent à Michel Legrand. Tu vois ce que je veux dire? C'est du Shabada. Il y a un peu de trucs très avec des voix soufflées, très douces, du scat, mais pas du scat. Enfin, vous voyez ce que c'est? Tu vois ce que c'est le scat? C'est quoi le scat? Le scat, c'est quand les chanteurs ou les chanteuses de jazz, sans parole, imitent un instrument. D'accord. Mais là, c'est du scat très doux, très feutré. Ouais. Et encore une fois, alors un disque fabuleux parce que c'est encore une fois la cantatrice Edda Delorso qui chante tout le disque. Et là aussi, comme sur Vergonia Schifosi qu'on entend tout à l'heure, elle est à l'honneur à fond. Hein. Donc, on est sur une musique quasiment érotique, très espiègle. On retrouve des envolées lyriques aussi, comme on peut en entendre dans Il était une fois la Révolution. Mais c'est incroyable de faire ça sur un documentaire quand même. C'est hallucinant, parce que d'habitude, là, ce que tu es en train de me dire, ça s'apparenterait plus quand même à un film, enfin, tu vois, une fiction et tout ça. Et lui, il arrive, Morricone, à ce moment-là, à faire un truc comme ça sur un documentaire. C'est incroyable. Je l'ai acheté, ce disque, parce que la musique me plaisait. Et je l'écoute comme j'écoute un album des Beatles ou de Michael Jackson. Je veux dire, on est donc sur une musique qui peut être déconnectée du film. Et je le répète, c'est vraiment son principe. Il avait dit qu'il faisait de la musique absolue, donc qui se tenait par elle-même, contrairement à ce qu'il appelait la musique appliquée, qui est la musique qu'on applique sur des images. Comme la majorité des compositeurs de BO de film. Des grands compositeurs de BO de film, et qui sont aussi très géniaux, bien. On n'est bien pas sûr. du tout en train de remettre ça en question. Bien sûr. Mais dire que ça, c'était quand même sa marque de fabrique. C'était et c'est pour ça qu'il a pu inspirer autant de groupes de pop aujourd'hui. Il y a énormément de groupes de pop, notamment des Anglais, qui se revendiquent de l'héritage de Morricone. Ah, carrément. Oui, non, mais connus ou moins connus? Alors, pas forcément. Alors, il y a des groupes connus, il y a des groupes très connus, qui te diraient facilement, bah oui, Morricone fait partie de nos influences. Mais il y a aussi beaucoup de groupes plus confidentiels, mais très pointus, et les connaisseurs de musique les connaissent. Vraiment, ceux qui aiment la musique pointue les connaissent. Et tous ces gens-là s'inspirent de Morricone. Les Anglais, de toute façon, ont réédité un tas de ces BO-là qu'on est en train de présenter, c'est beaucoup réédité par des labels anglais. Ah d'accord. Donc, les Anglais ont l'oreille sûre en général. Ils sont super intéressés par... D'accord. Ok. C'est quand même incroyable à dire parce que on a toujours l'impression, il a fait 500 films, 500 séries télé, etc., etc. Donc tu as toujours cette affiliation en fait aux compositeurs au service du cinéma. Mais pour toi, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il est complètement détaché, il a son indépendance en fait, par rapport au cinéma. Ça, c'est absolument génial. Et il y a, alors on peut dire, pour être très précis et complet, qu'il y a un autre type qui est un peu comme ça. C'est un Français, François de Roubaix. Lui aussi, il avait cette qualité-là. C'est-à-dire que, pareil, on peut acheter des disques de François de Roubaix dont on n'a pas vu les films, et c'est des musiques. Il y a certains trucs, on dirait des instrus de rap. Moi, j'ai des disques de François de Roubaix, j'ai pas vu les films. Et pareil, François de Roubaix, aucun snobisme. Il a autant pu faire des grands films, des grandes productions françaises, mais il a aussi fait la musique de Chapi Chapeau. Mais l'émission Astralement Vôtre d'Elisabeth Tessier, c'est lui, et la musique est fabuleuse. Mais c'est incroyable. Bon voilà, donc il est un peu sur cette... on peut dire que François de Roubaix, c'est un peu le Morricone français. C'est un peu notre Morricone français, avec peut-être... il est peut-être pas aussi fort en musique classique que lui, sans doute. Mais il a cette démarche-là aussi, anti-snob. Je fais une émission de télé, je fais un petit dessin animé, je fais en même temps Commissaire Moulin. Ils ont ce point commun, Morricone et François de Roubaix. Voilà mes amis pour cette émission sur Morricone. Alors évidemment on n'a pas parlé de film, on a beaucoup plus parlé musique, Manu a beaucoup plus parlé de musique, et moi j'ai envie de dire, c'est vrai pour conclure, que finalement est-ce que Morricone, est-ce que par exemple on peut dire c'est le nouveau Intel, c'est le nouveau Mozart, est-ce que c'est le nouveau etc. Est-ce que finalement Morricone c'est pas juste Morricone, c'est-à-dire on a vraiment l'impression qu'il a tellement une identité à lui que tu peux pas dire ah bah ouais mais tu sais Morricone il me fait penser à tel compositeur ou à tel truc etc. Ça qui est quand même extraordinaire. C'est ce qui est extraordinaire avec lui. C'est un des rares quand même. Oui, Morricone c'est pas le nouveau quelque chose, c'est lui et ce sera toujours lui. C'est-à-dire que il y aura peut-être des nouveaux Morricone comme on dit souvent. D'ailleurs c'est assez énervant ces nouveaux ceci cela parce que ça sert un peu à rien. Mais c'est un artiste absolu comme Frank Zappa l'a été ou comme Mozart l'a été. Voilà. C'est donc un compositeur incontournable. Et de musique de film, mais
comme il l'a dit, de musique absolue, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément des images pour regarder Morricone. Et en même temps, comme tous les grands compositeurs de musique de film, on se souvient des images en écoutant sa musique. Donc bon, il est complet, il a vraiment fait le grand tour pour moi. Pour ceux qui ont la chance de l'avoir vu sur scène. Toi, tu l'as vu, Je l'ai vu, Toi, oui, tu l'as vu. je l'ai vu il y a quelques années sur scène. C'est le plus grand frisson de concert de ma vie, alors que j'ai vu des centaines de concerts. Ouais. Et là, je crois me souvenir que j'ai pleuré pendant la moitié du concert. Quand il a fait l'été du fond d'Amérique, enfin les gros Même thèmes, d'autres quoi, choses, et même même d'autres d'autres choses, même parce d'autres qu'il y a choses. une telle émotion dans chacune de ses compositions. Je ne crois pas avoir écouté un disque d'Ennio Morricone que je n'ai trouvé pas bien. Voilà, donc, et je continuerai toute ma vie, je pense, à acheter des disques de Morricone. C'est-à-dire que Manu n'a même pas encore fini Non. d'écouter Morricone. C'est ça, Non. c'est là où il faut quand même se rendre compte, parce que quand on dit ouais bon bah Morricone est mort, ouais ok, mais qu'est-ce que ça représente? En vérité, ça représente presque une vie d'écoute. Enfin, c'est ça. C'est extraordinaire. C'est 500 œuvres. C'est 500 œuvres à écouter. C'est complètement dingue. Si on veut les approfondir et les connaître, je pense qu'on n'a pas assez d'une vie, ou alors Bah il faut voilà. y passer sa vie entière. Tu te rends compte? Enfin, c'est hallucinant. C'est, Et puis en plus, c'est exceptionnel. et puis, tu avais peut-être envie de nous conseiller un petit Alors, peu ce livre hein, sur écoute, Ennio Morricone. alors, pour être très honnête, je ne l'ai pas encore lu, j'ai commencé à le lire là T'as commencé à aujourd'hui. Pour la petite anecdote, ce qui est assez fou, c'est que il y a 2 ou 3 jours, c'était juste la veille de la mort du maestro. J'étais chez un ami, grand cinéphile, réalisateur lui-même et auteur de livres de science-fiction. Voilà, je le cite peut-être. Oui, vas-y. Il s'appelle Christophe Lambert. C'est pas l'acteur. C'est pas l'acteur? C'est Christophe Lambert, l'auteur de science-fiction, L'auteur de que je vous science-fiction. recommande aussi vivement. Et on écoutait du Morricone, on discutait de Morricone, et il m'a prêté ce livre en me disant bah tiens, t'adores Morricone, lis ça. C'est donc un livre d'entretien d'un jeune compositeur qui l'a rencontré et avec qui il est devenu ami. Et il a fait une interview de tout. Voilà, c'est un entretien Ça avec doit être Morricone, passionnant, avec quoi. des questions et des réponses. Ça doit être surpassionnant. C'est fou parce qu'il m'a prêté ce livre, Ouais. et le lendemain matin, on apprend la mort d'Ennio Morricone, et là, je lui ai écrit en lui disant, tu vois, on en parlait hier, il est mort, et voilà. Donc dédicace aussi à cet ami. Voilà mes amis pour cette dernière vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo qui change un petit peu du format de la chaîne, puisque vous pouvez même éventuellement même l'écouter un petit peu en podcast si vous voulez, hein, ça c'est comme vous voulez, c'est vous qui voyez. N'hésitez pas à aller sur le lien en description où je vous mettrai évidemment toutes les références des films dont on parle. Vous pourrez écouter ce qu'on dit et après pour écouter les extraits de la BO. Je te remercie Manu d'avoir participé à cette vidéo. Tu m'as Merci été à toi de l'invitation. voilà, d'une grande aide, parce que là c'était toi, hein, là c'était vraiment toi, hein. Je tenais vraiment à ce que tu viennes, parce que c'est toi qui connais vraiment le maestro, hein, Ennio Morricone, et alors quel maître absolu. Alors n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, de tous les arguments, lâchez-vous dans les commentaires bien sûr, partagez avec nous votre passion d'Ennio Morricone, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à vous rendre sur le lien Utip pour soutenir la chaîne, c'est toujours très important, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!